sur les regards croisés rétrospectifs et pro- prospectifs sur la boîte à outils des VOPE, Sénéval, Amé, Dieval, Escape. On vous dira tout ça, on vous expliquera les acronymes associés à ce titre. Et plus tard également, il y aura Jean-Serge Kennel qui va se joindre à nous pour la présentation. Prochaine diapo. Là, en premier lieu, on va faire la présentation des différents panélistes. Je me présenterai en dernier lieu. Ensuite, Abdul Aziz présentera la boîte à outils. Chacun des panélistes prendra la parole pour faire part de leur expérience dans l'utilisation de cette boîte à outils. Et on aura un temps qui sera imparti pour les échanges avec le public. Sachez que ces échanges vont se faire vous pouvez poser des questions via le chat et certaines personnes, tout dépendra du temps que ça va prendre de poser les questions peut-être oralement. La deuxième partie, en fait, on a ici la deuxième partie qui est la présentation de l'outil. C'est associé vraiment à l'outil et des expériences. La deuxième partie ça fait partie de l'outil, mais c'est une deuxième partie qui sera consacrée à la professionnalisation de l'évaluation. Et en dernier lieu, il y aura une synthèse et conclusion du webinaire. Présentation des panélistes. Donc, les panélistes, c'est Abdul Aziz Khan de l'Association sénégalaise d'évaluation, Jamal Ramdan de l'Association marocaine de l'évaluation, Samuel Kouakou, Initiative ivoirienne pour l'évaluation et Jean-Serge Kennel de la Société québécoise d'évaluation des programmes. Et moi-même, Anna Gay de la Société québécoise d'évaluation des programmes. Abdul Aziz est juriste de formation. Il est titulaire d'un master professionnel en management public et gouvernance de l'Université Saint-Laurent. Il est consultant international et formateur en management de projet, planification, gestion, suivi et évaluation, ainsi que capitalisation des résultats d'évaluation. Il est président sortant de l'Association sénégalaise d'évaluation et vice-président du réseau francophone de l'évaluation. Abdul Aziz est également enseignant associé au Centre d'études supérieures en gestion, CESAG, et à l'École supérieure d'économie appliquée, ESSEC. Jamal est ingénieur d'État, statisticien, économiste. Il est président de l'Association marocaine de l'évaluation et membre fondateur du RFE. Il est expert en évaluation ayant contribué à plus de 30 évaluations dans le domaine des infrastructures publiques. Jamal est administrateur de sociétés certifiées et a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein
haute administration dans des secteurs des mines, de l'énergie et des infrastructures. Samuel Kouakou est évaluateur qualifié de la Société canadienne d'évaluation et expert international senior en évaluation de projets, programmes et politiques publiques. Il est inspecteur d'État au département de l'évaluation des politiques et programmes publics de l'Inspection générale de l'État, présidence de la République de Côte d'Ivoire. Samuel est président de l'Initiative ivoirienne pour l'évaluation et ancien président de l'Association africaine d'évaluation, AFREA. Samuel est également représentant de l'AFREA au sein du comité exécutif du réseau des parlementaires africains de l'évaluation du développement. Jean-Serge Quesnel est président de la Société québécoise d'évaluation de programmes. Il est professeur associé à l'École nationale d'administration publique du Québec, ancien directeur des bureaux d'évaluation de l'ACDI, de la Banque interaméricaine de développement et de l'UNICEF. Jean-Serge est le président du groupe, a été le président du groupe d'experts. J'avais pas à dérouler très vite. Président du groupe d'experts CAD de l'OCDE et président du groupe de rédaction des normes et standards de l'évaluation du système des Nations Unies, coordonnateur, fondateur du RFE et administrateur au conseil de l'Association internationale de développement, IDEAS. Moi-même, évaluatrice qualifiée par la Société canadienne d'évaluation, je suis experte conseil et formatrice en évaluation de programmes, en gestion axée sur les résultats, management des risques à l'École nationale d'administration publique. Je suis chargée d'enseignement en management stratégique, en gestion du changement et en évaluation de politique publique. Je suis présidente et directrice générale d'une firme de consultation qui est un consortium de consultants et doctorante en enseignement des politiques d'enseignement enseignement supérieur de l'Université du Québec à Rimouski. Je donne la parole à Abdul Aziz qui va nous faire part de la boîte à outils, qui va décrire la boîte à outils. Ensuite, la parole sera donnée aux différents intervenants pour parler de leur expérience de l'outil. Abdul Aziz. Merci Anna. Donc, je voudrais dire bonjour à toutes et à tous et de vous remercier de l'invitation à participer à ce webinaire qui va essayer de faire une analyse comparée, n'est-ce pas, donc de l'utilisation de la boîte à outils entre différentes associations nationales. Nous allons d'abord présenter la boîte à outils et nous présumons que cette boîte à outils, elle ne doit pas être très connue, ça peut être une fausse impression. Mais nous allons quand même, en introduction, dire ce qu'est cette boîte à outils. Elle est destinée au renforcement des capacités institutionnelles des organisations volontaires pour l'évaluation professionnelle. Ça, c'est l'acronyme VOP. Au niveau du RFE, nous appellerons Association nationale d'évaluation. Cette boîte à outils a été créée par Eval Partners, qui est une initiative de partenariat créée par l'OICE, une initiative de partenariat pour l'évaluation internationale en
en même temps que le groupe de travail responsable du renforcement de la capacité institutionnelle des VOP. C'est un recueil donc de descriptions d'outils, de conseils, d'exemples, de logiciels et de boîtes à outils pour les VOP et d'autres organisations travaillant au sein d'organisations à but non lucratif. Donc, c'est vraiment la destination des associations. Cette boîte à outils, ce qu'elle n'est pas, c'est une collection utile d'informations que les VOP peuvent consulter. Elle ne remplace cependant pas le genre d'informations qu'un spécialiste expérimenté pourrait donc donner à ces VOP. Alors, tout le contenu donc est inclus tel quel et il n'y a aucune garantie que ce contenu soit adapté à la situation d'une VOP. Et c'est ça qui fait un peu son intérêt de cette analyse comparative, n'est-ce pas, de ce regard rétrospectif et prospectif dans la mesure où effectivement nous allons tous voir comment, à travers les différents retours d'expérience, comment cela a été fait par les différentes associations nationales. Alors, à qui s'adresse cette boîte? Elle s'adresse aux bénévoles et employés impliqués dans l'établissement de la gestion des VOP, aussi bien des VOP développées que des VOP naissantes, n'est-ce pas? Donc, aussi bien les associations qui ont connu un niveau de développement important que les associations naissantes. Donc, si la VOP vient juste d'être lancée, cette ressource, elle est vraiment bien faite pour les associations qui viennent de naître. Si l'association, si la VOP est déjà présente depuis longtemps, mais qu'on veut la rendre plus transparente et plus active, cette ressource est également faite pour ces associations qui ont, n'est-ce pas, donc un vécu beaucoup plus important. Alors, je voudrais attirer votre attention, n'est-ce pas, sur le fait que le cadre de notre webinaire et le temps imparti ne nous permettront pas d'aller en profondeur, n'est-ce pas, sur cet outil. Nous nous contenterons de vous présenter les contenus des 5 sections qui composent la boîte à outils. C'est un effort que nous allons faire. Et nous nous engageons toutefois à transmettre aux participants le document qui récapitule le contenu des sections de la boîte outils. C'est donc un fichier dans lequel je suis allé donc, au niveau des 5 sections et des sous-sections pour donc collecter ces différents éléments et les mettre dans un fichier que je partagerai donc ultérieurement. Alors, cette boîte à outils, on les appelle outils de renforcement des capacités institutionnelles pour soutenir les organisations bénévoles et communautaires en matière d'évaluation professionnelle. C'est son appellation, n'est-ce pas, enfin, selon le logiciel, selon Eval Partners, c'est comme ça que cette boîte à outils elle est intitulée. Outils de renforcement des capacités institutionnelles pour soutenir les organisations bénévoles et communautaires en matière d'évaluation professionnelle. Quelles sont les différentes composantes donc, de cette boîte à outils? Il y a 5 sections. D'abord, la première section, c'est mettre en place une VOP. La deuxième section, institutionnaliser une VOP. La troisième section, réaliser les travaux d'une VOP. La quatrième section, le réseau d'Eval Partners. Et enfin, une 5e section appelée professionnalisation de l'évaluation. Il faut dire que la première version de cette boîte à outils s'arrêtait à la section 3, c'est-à-dire mettre en place une VOP, institutionnaliser une VOP et réaliser les travaux d'une VOP. C'était les 3 composantes initiales, c'était les 3 sections initiales. Et ensuite, il y a eu disons, une autre version dans laquelle ont été intégrées les sections 4 et 5. Alors, nous allons essayer donc de décortiquer ces différentes sections. Dans la section première,
vous avez donc mettre en place une VOP. Dans cette section, nous avons des informations pertinentes pour les VOP dans leur processus de création et de formalisation. Et cette section aborde également d'importantes questions de gouvernance pertinentes pour les VOP, aussi bien développées que les VOP naissantes. Alors, le premier sujet abordé dans cette première section, c'est fonder une VOP. Cette section va aider à définir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît? Donc, cette section va aider à définir certaines étapes préliminaires qui doivent être complétées pour créer une VOP. Et on trouvera dans cette section, n'est-ce pas, des précieux conseils et exemples. Il y a un certain nombre de ressources qui sont répertoriées. Alors, fonder une VOP. Ensuite, vous avez décidé de la formalisation. Cette section aide à déterminer si on doit formaliser la VOP et ou continuer à la diriger en tant que réseau informel. L'exemple que nous pouvons donner ici, par exemple, pour Sénéval, Sénéval a existé en tant que réseau informel entre 2003 et 2012 avant qu'elle ne soit formalisée et qu'elle soit reconnue par les autorités. Donc, il y a toute une procédure, mais il faut dire aussi que les réalités des États font que les administrations diffèrent selon les formalités qui seront accordées. Donc, il y a nécessité pour la VOP de s'adapter aux exigences légales et réglementaires pour, par exemple, formaliser la VOP. La troisième section, c'est définir la vision. Cette section, elle rappelle quelques aspects importants à considérer quand on veut développer une vision et une mission pour l'organisation. Et un certain nombre d'exemples sont inclus dans la liste des sources. Quatrième section, c'est rédiger les constitutions. En fait, les constitutions, les documents fondateurs ou les statuts, c'est selon les appellations, n'est-ce pas? Cette section va fournir un certain nombre d'idées sur la formalisation du fonctionnement de base de l'organisation en une constitution, en un certain nombre de documents fondateurs et en un ensemble de statuts. Et certains outils, conseils et exemples sont inclus également parmi les sources. Et dans ce processus de création, n'est-ce pas, l'organisation peut avoir besoin de mettre par écrit un certain nombre de règles de base de fonctionnement. Et ça, c'est inhérent effectivement à la spécificité des organisations selon leur pays. Ensuite, vous avez enregistré l'entité juridique. Cette section va aider à définir certaines étapes préliminaires qui doivent être complétées pour enregistrer la VOP en tant qu'entité juridique. Et ça, c'est selon les pays, n'est-ce pas, selon les États, on peut choisir d'enregistrer une VOP. Il y a différents types d'organisations qui peuvent être choisis, et ça, c'est selon les pays, selon les États, et quelles sont les structures à considérer. Mais il est conseillé, n'est-ce pas, que lorsqu'on enregistre une VOP, que ça soit dans la plus grande flexibilité et en conférant également un statut juridique suffisant pour gérer un compte bancaire bien séparé. Donc, il y a vraiment des conditions préalables et surtout faire preuve de flexibilité et ne pas, disons, se mettre une camisole de force. Par exemple, lorsque, par exemple, on doit convoquer une assemblée générale, quel est le quorum, quelles sont les conditions, n'est-ce pas, de majorité, ne pas s'enfermer dans des conditions qui sont extrêmement difficiles à réunir lorsque, par exemple, on convoque une assemblée générale pour, par exemple, le renouvellement des statuts ou bien une assemblée générale ordinaire. Donc, évitez vraiment de s'empêtrer dans des conditions assez délicates et faire preuve de beaucoup de flexibilité. La sixième section, c'est d'établir une politique et un registre d'adhésion
C'est très, très important parce que ça va aider à définir certains aspects qui sont relatifs à l'établissement d'une politique d'adhésion et qui peut fournir, et il y a des exemples qui sont fournis ici de la façon dont les VOP peuvent gérer membres. Et enfin, accueillir des assemblées générales annuelles. C'est très important parce que c'est, disons, un aspect qui illustre un peu la gouvernance des organisations et sur la nécessité pour une association de tenir une assemblée générale, n'est-ce pas, annuelle, et qui fait le lien, il y a un certain nombre d'outils, de tous ces exemples qui vont illustrer cette partie. Mais c'est extrêmement important qu'il y ait c'est ça qui garantit le fonctionnement régulier de nos institutions et c'est des questions de gouvernance dans nos institutions. La deuxième grande section, c'est institutionnaliser une vote. Dans cette section, nous avons des informations sur la gestion un peu fonctionnement, la gestion à faire de l'organisation et comment l'institutionnaliser. Et là, nous allons passer en revue les différentes sections. D'abord, dresser des rapports annuels. Cette section doit fournir un certain nombre d'idées sur l'importance de dresser un rapport annuel de l'organisation et un rapport annuel qui décrit les activités de l'organisation pendant l'année précédente et l'année à venir, et les rapports annuels qui sont destinés à donner aux membres, n'est-ce pas, des informations sur les activités et la performance financière de l'organisation. Ce rapport annuel doit être présenté, par exemple, au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Alors, gérer l'efficacité de la communication par courrier électronique. Ici, c'est de chercher à configurer une sorte de gestionnaire de liste de diffusion. Et ça, c'est une des conditions de création les plus faciles et les plus rentables. Et ça, on passe par exemple, par le moyen le plus accessible et le plus facile, c'est l'information par courrier électronique, n'est-ce pas? C'est le moyen par lequel la plupart des membres sont à l'aise. Alors, l'inconvénient, c'est peut-être qu'on ne peut pas toujours chercher facilement les informations et cela revient à chercher parmi une tonne de courriel. Et ça me fait penser un peu à notre coach, à notre mentor, Jan Hopwood, qui demande toujours à ce que les objets, que les courriers qui sont envoyés soient inscrits dans un objet spécifique et non pas les noyer dans une liste. Sinon, on est obligé d'aller chercher très loin et c'est ce que veut éviter, n'est-ce pas, cette communication par courrier électronique. Développer un site net. Chaque fois qu'on parle de Sénéval ou de Deuxiéval ou bien de Sket, le réflexe, c'est d'aller chercher son site Internet. Donc, il est très important pour que l'association dispose d'un site Internet qui est un produit phare de l'organisation. C'est en général une bonne idée de commencer avec une page qui répond aux besoins de base et d'ajouter ensuite des modules additionnels au fur et à mesure que l'association, n'est-ce pas, mûrit et gagne un certain nombre de ressources élémentaires. Mais la disponibilité d'un site, c'est extrêmement important. Ensuite, développer une présence dans les médias sociaux. C'est devenu aujourd'hui une réalité incontournable. Les médias sociaux constituent un excellent moyen et très rentable de diffuser le contenu et de créer la visibilité de notre association. C'est un clin d'œil que je donne ici à nos jeunes évaluateurs. Je pense à Lamine Diop, je pense à Yaïfa Gaïfal, qui effectivement sont des champions dans l'utilisation des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je ne vais pas me mettre à lister les réseaux sociaux, mais vous le connaissez mieux que moi. On a Facebook, on a Google, on a LinkedIn, on a YouTube, Instagram, etc. Alors, on a plusieurs applications mobiles, n'est-ce pas? WhatsApp aujourd'hui, ainsi avec les wikis, les Wikipédia, Wikia, etc., etc. Et il y a également un certain nombre de magazines en ligne
pardon, et de sites Internet. Donc, la présence sur les médias sociaux, c'est aujourd'hui une stratégie incontournable. Gérer les ressources humaines, c'est ça qui aide à réfléchir certaines questions, dont, par exemple, les questions qui sont relatives au bénévolat. Ça, c'est une question qui est récurrente aujourd'hui dans l'organisation et le fonctionnement de nos associations. Vous avez beaucoup d'associations qui se plaignent aujourd'hui de dire que c'est à cause du bénévolat qu'aujourd'hui, par exemple, bon, on ne peut pas fidéliser nos membres. Donc, vous voyez que c'est des questions d'état d'esprit. Donc, il faut que des ressources soient disponibles pour qu'on puisse faire une combinaison entre employés et bénévoles. Et ça, ce sont des ressources qui doivent être disponibles pour recruter, n'est-ce pas, des personnes qui assurent le fonctionnement régulier de notre VOP. Alors, administrer les membres de manière efficace, n'est-ce pas, de nombreuses associations comptent plus d'un type de membres. À Sénégal, par exemple, nous avons des membres institutionnels, un membre individuel, à la SCEP également, et certainement au niveau de l'Association marocaine d'évaluation et ou bien au niveau de la 2IEVAL, n'est-ce pas? Et il y a différents frais. On a un profil étudiant, on a un profil professionnel pour les adhésions, pour les cotisations, etc. Et des avantages qui sont liés également, des avantages de l'inscription qui sont liés au type d'adhésion. Les étudiants, leur adhésion est fixée à 5 000 par exemple, et par exemple que les professionnels, c'est fixé par exemple à 10 000. Et les cotisations de même vont différer selon le profil. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de parler un peu de l'administration du vote, n'est-ce pas? Et selon qu'on est membre individuel ou bien membre institutionnel. Également, dans cette section, on va parler de la gestion des finances qui doit être transparente et responsable. Et cette section va couvrir une partie des problèmes de gestion financière que les associations peuvent avoir besoin de résoudre. La troisième section, c'est l'institutionnalisation. Alors, l'institutionnalisation, nous avons dans cette section de gérer les finances, nous avons, je ne vais pas rentrer dans les différentes sous-sections de cette section gérer les finances qui parle un peu de l'enregistrement de la VOP à la Direction générale des impôts, selon les pays ou selon les administrations, de développer le budget pour la VOP, de gérer la comptabilité et l'audit pour la VOP, de produire des rapports financiers pour les parties prenantes, de recevoir les paiements selon... Il y a un certain nombre d'options et de modalités, de gérer les droits d'adhésion des membres, de gérer les achats. Et alors, ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes et c'est un clin d'œil que je donne, par exemple, aux responsables de la gestion financière, à nos trésoriers, au niveau de nos associations nationales. Ce sont des questions qui sont d'une importance capitale et qui peuvent faire l'objet, n'est-ce pas, d'une certaine professionnalisation dans la gestion de nos ressources financières. La troisième section concerne la réalisation des travaux d'une VOP. Cette section contient des informations relatives aux activités qui sont menées par les VOP. Et ce sont des activités qui rendent la VOP unique en son genre, c'est-à-dire qui portent sur la valeur ajoutée que nos associations apportent. Alors, c'est d'abord nos associations nationales, n'est-ce pas, accueillent des conférences, des ateliers et d'autres événements, n'est-ce pas? Ce sont des activités majeures, n'est-ce pas, qui nécessitent par exemple que nous puissions disposer d'un certain nombre d'outils pour prendre en charge ces activités spécifiques que sont les conférences et les ateliers et les séries de séminaires. Le webinaire que nous sommes en train d'organiser constitue une des activités majeures de nos associations, au même titre que les conférences, les ateliers. Je pense au réseau francophone d'évaluation, à AFREA, les autres francophones d'évaluation, par exemple, qui organisent beaucoup d'activités, beaucoup de conférences. Nous avons les forums que nous organisons tous les 2 ans à travers le FIFA, etc. Donc, ce sont des activités majeures.
et pour lesquels il y a des services spécifiques qui vont requérir des conditions spécifiques d'organisation et de fonctionnement. Ensuite, rendre disponible en ligne la mise en valeur des ressources. La stratégie de développement des capacités en évaluation pour les associations nationales d'évaluation, c'est de rendre disponibles à leurs membres les ressources concernant l'évaluation. Et comme des adhérents peuvent être dispersés, l'accès est souvent réalisé en compilant ce matériel en évaluation dans un dépôt en ligne, n'est-ce pas? Le partage d'informations, le partage de ressources, la mise en valeur des ressources en évaluation, c'est vraiment l'une des activités majeures également que nos associations vont développer. Nous avons également le plaidoyer, la publication de lettres et de nouvelles. Par exemple, nous avons, nous, un bulletin mensuel que nous publions. Je pense qu'il y a Infolettre également, si je me rappelle bien, parce que je suis membre de la SCEP. Il y a certainement aussi d'autres revues que les associations nationales, n'est-ce pas, vont développer pour, n'est-ce pas, disons, partager les informations avec les membres et les autres partenaires. Alors, il est important également que les associations nationales développent un processus d'élaboration de lignes directrices et de normes pour l'évaluation. Et il y a des liens, n'est-ce pas, qui sont proposés dans cet outil-là pour effectivement développer cette activité spécifique avec les associations nationales. Décerner des prix en évaluation également, ça peut être également une activité importante que peut développer l'association nationale. Je pense aux activités, par exemple, aux prix en évaluation qui sont initiés par le réseau francophone d'évaluation, par 2IEVAL également. Peut-être qu'il y en a d'autres dont je n'ai pas connaissance, mais certainement aussi l'association marocaine d'évaluation, n'est-ce pas, développe, n'est-ce pas, des activités pour lesquelles on décerne des prix en évaluation sur la base des performances qui sont réalisées. C'est important également de se connecter au niveau régional et international. Nous appartenons tous nos organisations appartiennent toutes à des associations, à des organisations fêtières, AFREA, OICE, RFE, n'est-ce pas, et j'en passe. Et enfin, faire des déclarations sur les questions importantes en évaluation. Il est très important que les VOP identifient des opportunités pour contribuer à des débats publics sur des sujets qui interpellent l'évaluation en rédigeant, par exemple, des déclarations sur des sujets d'importance, n'est-ce pas, sur des questions d'évaluation, sur l'opportunité, par exemple, de susciter l'évaluation des politiques publiques. Quatrième section, c'est le réseau d'Eval Partners. Ça, c'est une section nouvelle qui a été ajoutée. Et ça, c'est, disons, l'opportunité a été offerte à travers l'agenda global d'évaluation, n'est-ce pas, qu'on appelle Eval Agenda, qui a été officiellement lancé au Parlement du Népal en 2015. Je me rappelle que l'Association sénégalaise d'évaluation avait effectivement saisi l'opportunité de cette année internationale de l'évaluation pour organiser une activité extrêmement importante au niveau du Conseil économique, social Conseil économique, social et environnemental. Alors, les objectifs de Eval Agenda 2020, je ne vais pas y revenir, mais je vais plutôt parler des sujets, n'est-ce pas, qui sont contenus dans cette section. On a Eval SDG, qui constitue en fait le réseau dans lequel on cherche, qui plaide pour l'évaluabilité des indicateurs de rendement des nouveaux objectifs de développement durable et appuie le processus d'intégration de l'évaluation dans les systèmes d'examen nationaux et mondiaux, n'est-ce pas, avec les VNR, n'est-ce pas. Ensuite, nous avons Eval Gender, qui est un partenariat global qui fait la promotion de la demande et de l'offre, et aussi de l'utilisation d'évaluations exclusivement orientées sur l'équité et la sensibilité genre. Nous avons Eval-Youth, qui fait la promotion de l'engagement, de l'innovation et des échanges entre les évaluateurs émergents, et Eval Indigenous, qui
qui est un partenariat multiple qui reconnaît les différentes visions du monde et qui valorise les forces des pratiques d'évaluation autochtones, n'est-ce pas? Je pense un peu à Made in Africa, qui est de plus en plus développé au sein de l'Association africaine d'évaluation, n'est-ce pas? Et enfin, nous avons le Forum global des partenaires pour l'évaluation, dans lequel nous avons, c'est une partie qui est extrêmement importante et dans lequel nous trouvons, n'est-ce pas, beaucoup de sections qui sont relatives à l'engagement des partenaires dans l'évaluation du développement. Nous avons ici l'APNOT, par exemple, la sensibilisation et la capacité des parlementaires en matière d'évaluation, n'est-ce pas? Et nous avons aussi des exemples de cadres d'évaluation et de politique et de plans qui sont développés au sein de cette boîte au sein de cette boîte à outils. Cinquième et dernière section, c'est la professionnalisation. Ici, c'est la dernière section qui a été introduite dans la boîte à outils. Cette section reconnaît que les communautés d'évaluation ont des histoires, des trajectoires et des niveaux de maturité différents, n'est-ce pas? Ça me rappelle la course des pygmées. Les ressources qui sont offertes ici vont respecter ces différences. Mais il y a quand même, disons, on peut rêver et imaginer, par exemple, que les évaluateurs et les évaluatrices vont converger vers une route qui permet de devenir un évaluateur professionnel ou un évaluateur professionnel. Alors, cette section donc, sur la professionnalisation, elle va offrir donc des ressources aux associations nationales pour favoriser une discussion sur la professionnalisation de l'évaluation et qui permet d'adopter quelle est la voie la plus opportune. Donc, aujourd'hui, cette question de la professionnalisation est une question qui est extrêmement importante, mais qui doit s'adapter, n'est-ce pas, qui doit être contextualisé. Je pense un peu à cet outil de diagnostic qui est proposé par le RFE et que l'Association marocaine d'évaluation, la SOLEP, la Société luxembourgeoise d'évaluation des programmes, et Sénégal ont essayé de contextualiser et le chantier est toujours ouvert. Donc, il y a une définition de la professionnalisation qui est, disons, définie différemment selon les personnes et selon les contextes. Et les raisons de la professionnalisation de l'évaluation également vont différer, n'est-ce pas, selon les pays, et les discussions vont porter sur les défis que la professionnalisation va aborder, comment la professionnalisation vise à renforcer ce qui existe, n'est-ce pas, etc. Et quels sont les mécanismes, n'est-ce pas, qui sont mis en place pour renforcer les capacités et améliorer, n'est-ce pas, les capacités des individus, des institutions et des écosystèmes. Et enfin, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour répondre aux différentes raisons que nous avons identifiées tout à l'heure et qui permettent aujourd'hui de dire quels sont les mécanismes les plus adaptés à un contexte donné pour comprendre quelle est la stratégie holistique qui vise à renforcer les capacités des individus, des institutions et des systèmes. Et enfin, l'engagement et la réflexion, les 4 points que nous avons développés tout à l'heure sur cette cinquième section vont nécessiter un engagement auprès des principaux groupes des parties prenantes. Et une fois identifié, le processus de réflexion va permettre, n'est-ce pas, de développer un processus qui va nécessairement être itératif. Et il est établi que les initiatives de changement qui n'impliquent pas les personnes concernées, ça ne dit pas le processus, n'est-ce pas, de participation inclusive. Donc, voilà ce que je voulais donc dire sur la boîte à outils, les 5 sections qui composent cette boîte à outils et les différentes sous-sections qui sont inhérentes à chacune de ces sections. Je n'ai pas été très, très exhaustif, mais je pense qu'on a au moins une idée sur, n'est-ce pas, cette vue d'ensemble. Et je pense qu'après avoir lu et relu cette boîte à outils, je la trouve
Je trouve cette boîte à outils extrêmement intéressante et très utile et très flexible pour nos associations nationales. Et je me ferai le devoir d'aller beaucoup plus en profondeur et de voir comment synthétiser toutes ces questions dans un fichier et de les partager avec donc l'ensemble de la communauté des évaluateurs. J'ai dépassé très largement des 15 minutes qui m'étaient initialement allouées, mais je présume que ça en valait la peine et je vous remercie de votre bienveillante attention et de votre écoute très, très attentive. Merci beaucoup. Anna, vous avez la parole. Oui, bon, merci beaucoup. Effectivement, c'est pas très long, 15 minutes, avec tout ce que vous aviez, t'as été obligé de mettre en perspective. Là, on va juste prier pour prier aux autres, pour que les autres intervenants respectent le temps imparti pour donner la possibilité d'échange avec les participants. Là, je donne la parole à Jamal qui va faire part de ses de l'expérience marocaine de l'utilisation de l'outil. Bon, merci Anna. Alors, Bonjour, chers je vais évaluateurs. juste rajouter que vous, je vous redonne le bâton de pèlerin pour passer la parole aux autres parce que je dois malheureusement vous quitter pour un autre cours. Alors, je vous souhaite bonne continuation, puis ça promet très bien. Alors, Je prends le relais, il n'y a pas de problème. exactement. OK, au Merci, revoir tout le monde. Et merci Anna. Merci Anna, merci beaucoup. bonne suite. Alors, bonjour, chères évaluatrices, chers évaluateurs. En fait, l'Association marocaine de l'évaluation a été créée avant l'élaboration de cette boîte à outils. Mais ça ne nous a pas empêché au niveau de l'Association marocaine de l'évaluation de voir si on avait respecté certaines étapes. Et je voudrais aussi rappeler que pendant la crise sanitaire Covid-19, pratiquement toutes les associations nationales ont reculé. Par exemple, au niveau du Maroc, l'association marocaine de l'évaluation n'avait plus de financement. Elle avait du personnel qu'elle avait licencié parce qu'il ne pouvait plus le payer. Elle ne pouvait pas payer non plus le loyer du local où il réunissait ses adhérents. Bref, c'était pratiquement une reprise et nous avons réussi, alhamdoulilah, à remonter la pente. En fait, nous avons quand même essayé de voir si on avait, parce que la boîte à outils, c'était autour de 2013. On voulait savoir est-ce qu'on avait pu respecter l'esprit de cette boîte à outils. Et on s'est rendu compte qu'elle a vraiment placé la barre très haut sur certains points. Sur certains items, on était bien. Sur d'autres points, on était moins bien. Par exemple, au niveau du développement, d'une présence des médias sociaux, on n'était pas très présent, sachant qu'on avait fait beaucoup de produits. On avait produit énormément de réflexions qui n'étaient malheureusement pas partagées. Alors, grosso modo, je vais pas me suivre le même cheminement, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Je vais juste zoomer sur certains aspects. D'abord, au niveau du point 2.6, administrer les membres de manière efficace. L'Association marocaine de l'évaluation compte aujourd'hui une diversité d'adhérents. Ça va d'ONG
aux organisations internationales, aux universitaires, aux consultants indépendants, les médias et les étudiants. Et je rappelle que Feu Marie Gervais était membre de l'Association marocaine de l'évaluation. Alors, concernant les travaux réalisés, je donne très rapidement quelques points. Au niveau de l'accueil des conférences, l'Association marocaine de l'évaluation compte 5 semaines marocaines de l'évaluation. Elle compte 3 événements internationaux, le FIF2, Evalmena et le Forum mondial de l'évaluation en 2024. Elle a organisé un forum au sein du Parlement national. Elle a organisé 6 forums régionaux de l'évaluation au niveau des différentes régions du Maroc. Elle a formé des centaines d'acteurs et de parties prenantes, des ONG, des médias, des parlementaires, administrations publiques, des élus locaux, etc. Et elle a organisé des dizaines d'ateliers autour de l'évaluation. Alors, concernant son réseautage, elle est connectée, elle est membre de l'initiative Eval Partner, membre du réseau francophone de l'évaluation, membre de l'Association africaine de l'évaluation et membre d'Evalmena. Bien sûr, il y a certains membres, certains adhérents qui sont aussi affiliés à des organisations de professionnels telles que IDS. Alors, concernant le plaidoyer et la relation avec le gouvernement et le Parlement, l'Association marocaine de l'évaluation a présenté trois mémorandums. Un, pour accompagner la constitutionnalisation de l'évaluation en 2011. Un autre pour, à l'occasion de la préparation de la loi organique sur les régions, et dans laquelle on a plaidé pour que l'évaluation soit présente. Et un dernier à l'occasion de l'élaboration des nouveaux modèles de développement du Maroc. Donc, l'Association marocaine de l'évaluation a pu avoir 4 prix de distinction. Concernant ces partenaires, ça va du système des Nations Unies au Parlement, beaucoup avec l'Union européenne, avec des associations qui ont un caractère régional, et avec l'université. Et donc, là aussi, nous avons toute une panoplie de partenaires qui nous accompagnent et auprès desquels nous avons quand même pu faire valoir l'évaluation, soit en termes de renforcement de capacité ou de montage de projet. Voilà, je crois que je vais me limiter à ceci, sachant que si on veut parcourir toute la boîte à outils, il y a pas mal de choses à partager avec vous. Merci. Abdelaziz? Abdelaziz? Tu prends la parole ou je donne la parole à Samuel? Abdelaziz? Alors, je pense, Samuel, tu m'écoutes? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jamal. Je voudrais, n'est-ce pas, La parole est à toi, je pense. OK. À ta suite, je voudrais également aussi saluer tous les participants et les remercier, n'est-ce pas, pour le temps qu'ils consacrent à ce webinaire. Et nous également, en tant que DGEVAL, lorsque nous avons pris connaissance de cette boîte à outils qui a été réalisée depuis 2013, nous avons effectivement vu que en beaucoup de points, cette boîte-là permettra ou bien permet à la VOP de pouvoir mieux se structurer. Mais malheureusement, comme Jamal vient de le dire, l'élan qui avait été entamé
depuis 2013, a été brisée en 2019-2020 avec le confinement, ce qui a fait que beaucoup de membres, beaucoup d'activités ont été mises en veilleuse et c'est maintenant que nous essayons de pouvoir vraiment asseoir encore beaucoup d'activités. Par exemple, de 2018 jusqu'à 2019, Deuxiéval, l'ASCEP et puis Sénéval avaient bénéficié d'un projet peer-to-peer d'Eval Partnet qui a permis vraiment de pouvoir développer l'évaluation dans les différents pays, mais surtout vraiment de produire beaucoup, n'est-ce pas, de, de produits de connaissances que nous avons, n'est-ce pas, pu partager. Et lorsque nous regardons, par exemple, le cas de Deuxiéval, en termes de création, n'est-ce pas, de la VOP, mettre en place une VOP, Deuxiéval a effectivement pu s'enregistrer au niveau national et présentement, elle a pu avoir, n'est-ce pas, son enregistrement au journal officiel qui représente en Côte d'Ivoire ici, le journal gouvernement qui donne une capacité juridique à l'organisation. Donc, Deuxiéval a une capacité juridique pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en œuvre ses activités. En termes d'institutionnalisation, nous avons vraiment beaucoup de faiblesses, comme on l'a dit, notamment la gestion des rapports, la gestion des membres. Avec le confinement, beaucoup de nos membres qui participent aux activités sur la base du volontariat se sont retirés. Et c'est maintenant que nous essayons, n'est-ce pas, de pouvoir attirer, n'est-ce pas, de nouveaux membres afin de pouvoir mieux structurer les questions d'adhésion. Par contre, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, les présences sur les réseaux sociaux, Deuxiéval, conscient, n'est-ce pas, de les difficultés que nous avons rencontrées lors du Covid, a mis vraiment l'accent sur les réseaux sociaux et puis vraiment les échanges, n'est-ce pas, en ligne, en mettant en place un site web, mais également un site Twitter, un site LinkedIn, une page Facebook qui essaie, n'est-ce pas, de pouvoir actualiser, n'est-ce pas, de manière régulière. Donc tout cela, n'est-ce pas, permet aux membres qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas nous rencontrer, de pouvoir vraiment être en contact rapidement et directement avec Deuxiéval. Et également aussi, nous avons mis en place un Gmail groupe qui permet de pouvoir partager rapidement tout ce qui est information sur les adresses électroniques de nos membres et nos différents participants. En termes également de travaux réalisés par Deuxiéval, je crois que Aziz, n'est-ce pas, a cité quelques éléments, notamment le prix d'excellence et la sonde d'or, sur lequel Deuxiéval, n'est-ce pas, a mis l'accent comme étant le produit autour duquel elle le fait, n'est-ce pas, toute sa communication et puis vraiment toute son activité. Et nous voyons qu'après avoir lancé le prix d'excellence d'évaluation d'or en 2015, plusieurs autres organisations, notamment Sénéval, a essayé également aussi de faire un prix d'excellence. Par la suite, nous avons vu la Société européenne d'évaluation qui a également aussi mis en place un prix d'excellence. Tout récemment, c'était le PNUD, le bureau d'évaluation du PNUD, qui a également aussi mis en place, disons, un prix d'excellence dans le domaine de l'évaluation. Donc, pour dire qu'en fait, l'initiative de ce prix d'excellence a pris vraiment une envergure nationale et même plus au niveau international. Et c'est des choses, n'est-ce pas, qu'il faut encourager. Et au niveau local, Deuxiéval, avec ses experts, ont pu vraiment appuyer, disons, la mise en place du système d'évaluation au niveau local, notamment lors de l'élaboration du projet de loi sur l'évaluation. Deuxiéval a participé à ces différentes rencontres qui ont permis, n'est-ce pas, disons, au niveau national, de pouvoir disposer maintenant d'une loi sur l'évaluation des politiques publiques. Et tout récemment, avec, n'est-ce pas, tous les échanges avec les parlementaires, lorsque l'Assemblée nationale a finalisé son guide d'évaluation et qui devait, n'est-ce pas, le présenter officiellement à la nation, Deuxiéval faisait partie, n'est-ce pas, des organisations, disons, invitées pour pouvoir, n'est-ce pas, assister à cette importante cérémonie au Parlement. Donc, pour dire que beaucoup de choses ont été faites, beaucoup également aussi reste à faire sur la base, n'est-ce pas, de cette boîte à outils pour pouvoir améliorer vraiment la gouvernance de la VOP,
mais aussi beaucoup de projets sont également aussi en cours, notamment fidéliser, n'est-ce pas, les membres, parce que comme on le dit, tant qu'il n'y a pas de financement, tant qu'il n'y a pas d'activité majeure, tant qu'il n'y a pas de formation, ces membres-là préfèrent aller dans d'autres réseaux, d'autres thématiques que dans les questions d'évaluation. Et également aussi, nous avons cité au niveau de la Côte d'Ivoire, disons, Évalue Côte d'Ivoire, qui est également aussi en train de se mettre en place pour pouvoir assurer vraiment la relève de deux UVAL et même de toutes ces activités-là dans les années à venir. Donc, voici un peu ce que je voudrais vraiment dire sur les activités, n'est-ce pas, de deux UVAL. Et nous restons disponibles pour les différentes questions que vous voudriez bien nous poser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Abdelaziz est là? Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, j'avais quelques soucis avec mon ordinateur qui s'était complètement planté. Mais bon, je pense que la situation est revenue à la normale. Merci beaucoup. Merci Jamal pour le témoignage. Et merci beaucoup également à Samuel pour son retour d'expérience par rapport à l'utilisation de la boîte à outils. Nous allons donc poursuivre donc notre cheminement et donner la parole à notre doyen Jean-Serge Quesnel, n'est-ce pas, pour peut-être donner, disons, son opinion sur la boîte à outils. Avant de donner la parole au public, peut-être que nous ne serons pas très généreux en la matière parce qu'il nous reste encore une autre partie, et une partie qui est assez importante, qui porte sur les réflexions sur la professionnalisation de l'évaluation. Est-ce que Jean-Serge Kernen, est-ce que tu peux nous donner oui, ton très feedback? bien. Oui, on t'entend très bien. Allez-y. Formidable, formidable. D'abord, ravi d'être avec vous. Et je pense que l'outil a été un outil très précieux, surtout pour les réseaux, les associations jeunes qui sont en train de se lancer. Il y a dans cet outil l'ABC de comment constituer une organisation. Et je ne peux qu'applaudir cet outil. Dans le cadre de la SCEP, comme nous avons été créés en 1989, en quelque sorte, nos bases étaient déjà pas mal établies. Mais malgré cela, l'outil nous a fait réaliser qu'on devait faire un effort pour atteindre plusieurs autres parties prenantes à l'évaluation. Au cours des années, on s'était beaucoup fié à une collaboration avec le gouvernement qui était excellente, mais pour réaliser qu'il fallait atteindre dans une façon beaucoup plus dynamique la société civile, comment on peut impliquer le secteur privé qui œuvre en évaluation et effectivement aussi toute la communauté enseignante. Et de sorte que ce fut tout de même un outil qui nous a fait réaliser qu'il fallait faire des ajustements à notre tir stratégique pour l'intervention. Donc, là-dessus, c'est un peu me contester l'outil. Je ne fais que l'applaudir. Je trouve que c'est un excellent instrument. Là-dessus, si tu me permets, Abdelaziz, je peux tout de suite parler de la professionnalisation. Parce que pour nous, le défi que nous avons, ce n'est pas la création de l'organisation, mais c'est comment mieux utiliser l'évaluation, avoir une meilleure qualité de l'évaluation. Et pour ce faire, bien, il faut en quelque sorte professionnaliser l'évaluation. Et si vous permettez, je vais présenter une diapo qui traite du sujet. Et voilà, c'est en quelque sorte un diapo qui présente les différents jalons nécessaires. Une fois qu'on a l'association, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est développer la professionnalisation. Et comment faire cela? Mais d'abord, il faut une détermination de bien vouloir améliorer la professionnalisation. On ne peut simplement qu'en parler en général. Non, il faut avoir
une prise de décision, qu'on veut faire cela et prendre des mesures pour le faire. Évidemment, ce qu'il faut, il faut le cadre de référence, c'est-à-dire les normes, les standards, le code d'éthique, des cadres de politique. Évidemment aussi, avoir des profils de compétences adaptés à chacune des nations, adaptés au niveau régional, au niveau international. Ensuite, il faut un corpus de connaissances. C'est quoi l'évaluation? Qu'est-ce qui existe comme approche, comme outil? Et ça, maintenant, c'est facilement réalisable avec les accès aux sites Internet qui, en quelque sorte, sont des bibliothèques mondiales en ce qui a trait à l'évaluation. Une formation de base en évaluation. Ce que je promouvois beaucoup, c'est la formation de l'évaluation du développement qui est un programme de la Banque mondiale qui a été lancé tout de même il y a plus près de 20 ans et qui est connu sous le sigle de IPDEP. En français, c'est le PIFED que l'École nationale d'administration publique du Québec offre. Également TEKIM en arabe et il y aura une version aussi espagnole. De sorte que les gradués de ce programme sont au-delà de 10 000, de sorte qu'il y a une communauté qui a déjà une formation de base qui pourra aller vers un cheminement pour une reconnaissance professionnelle d'un titre comme évaluateur. Enfin, il faut avoir un mécanisme d'assurance de qualité pour que les travaux que font les évaluateurs soient en qualité et que s'il y a des plaintes, un mécanisme qui regarde des plaintes pourquoi ça n'est pas de qualité et retourne à l'évaluateur concerné. Enfin, il faut un apprentissage continu. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais communiquer avec vous aujourd'hui. Abdul Aziz, je vous cède la parole. Abdulaziz. Il paraît que Abdulaziz a quelques difficultés à nous rejoindre. Oui, oui, oui. Alors, je crois que je vais switcher. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Là, maintenant, oui. Oui, voilà, très bien. Donc, merci. J'en cherche même à... Est-ce que tu peux libérer l'écran? Oui, avec plaisir, tout de suite. Merci Tout de beaucoup. suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'enseigne à même, je pense, anticiper un peu sur son intervention qu'on attendait sur le volet Oui, oui, professionnel. c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je frappais deux oiseaux avec la même pierre. OK. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci à Jean-Serge pour son intervention. Alors, est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des commentaires, des contributions de la part de nos participants, des personnes qui ont bien voulu répondre à notre invitation en participant à ce webinaire? De lever la main s'il y a une intention de prendre la parole, soit pour poser une question, soit pour apporter une contribution ou bien pour faire une observation. La parole à qui veut la prendre? La parole à qui veut la prendre? Alors, peut-être que les interventions ont été d'une très haute facture et que nos intervenants ont été à la hauteur en ce qui concerne les retours d'expérience concernant la boîte à outils, qu'il n'y a que vraiment que tout est nickel peut-être. Pas d'intervention, pas de questions, pas de commentaires. Il y a beaucoup de merci dans le chat. Merci bien. Ah, effectivement. Ouais, il y a beaucoup de merci dans le chat. Allô, oui. Allô? Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour. Qu'est-ce qui élève la voix là-bas? Est-ce qu'il peut se présenter? Et moi, c'est Alassane Thiam. C'est Alassane Thiam. Oui, Monsieur Thiam, vous avez la C'est parole. Alassane Thiam du, du Sénégal. Oui. C'est juste, en fait, vous remercier en fait toute l'équipe pour la qualité des interventions. Oui, Monsieur Thiam, vous travaillez où? Quel est votre Bon, statut? moi, Vous êtes consultant, vous travaillez dans une organisation. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure lecture de votre profil? d'accord, moi, je suis plutôt auditeur senior risk manager. Oui. J'ai une structure qui s'appelle Etadex Consulting. Mhm. Je travaille plutôt dans le management, dans l'audit des projets et programmes. OK. Je suis très intéressé par l'évaluation, par l'évaluation, bien que je suis plutôt orienté vers l'audit, vers les finances, vers le management. Je suis aussi un ancien, disons, étudiant de l'Université Senghor Ah, de quelle promotion? d'Alexandrie. C'est la promotion 95-97. OK. Ça ne me rajeunit pas peut-être. Non, non, pas du tout, parce que moi, je suis de la promotion 1992-1994. Oui, Ah, allez-y, d'accord, Monsieur Thiam. vous devez être mon aîné dans ce cadre-là. Ouais, je Bon, c'est suis juste votre en aîné fait de pour 2 ans. remercier la qualité des interventions. Je voulais juste qu'il y ait beaucoup plus, une intervention beaucoup plus intéressante, beaucoup plus, qui prenne plus de temps sur la professionnalisation. C'est juste Mhm. ça que je voulais, juste qu'il y ait beaucoup plus d'intervention sur la professionnalisation en fait, de l'évaluation. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup, mais je m'attendais beaucoup plus à une intervention beaucoup plus sur la professionnalisation du secteur. Mhm. Je vous remercie quand même pour la qualité des interventions. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Est-ce qu'il y a une autre intervention avant qu'on ne retourne la parole à Jean-Serge qui peut-être pourrait... S'il vous plaît, si vous permettez. Oui, oui, Alors, bonjour tout le monde. oui, bonjour. Je vous remercie pour vos différentes interventions. En Est-ce que vous fait, pouvez vous présenter, s'il vous plaît? oui, je suis Nordine Dib, je suis l'inspecteur général du ministère du Transport et de la Logistique du Maroc. Du Maroc, oui. Merci, Monsieur Voilà. Dip. Merci d'être présent avec nous. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je viens de découvrir à travers mon ami Jamal Ramdan, qui était mon collègue il n'y a pas longtemps, l'importance de l'évaluation dans la conception et le déploiement des politiques publiques. Mon observation, ma proposition, si vous voulez, en tant que, on va dire, un fonctionnaire et un fonctionnaire qui était pas mal de fois, on va dire, directeur central chargé d'un certain nombre d'exécution, si vous voulez, d'un certain nombre de politiques, de programmes et de projets du ministère, que ce soit le ministère de l'équipement ou du transport. J'aurais aimé avoir, on va dire, les compétences d'un évaluateur en tant qu'exécutant. À ce moment-là, ça aurait pu me permettre d'intégrer un certain nombre de choses pour, si vous voulez, avoir des programmes beaucoup plus réussis, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients. Donc, en fait, ma proposition, il faudrait que les réseaux d'évaluation au niveau des associations nationales d'évaluation puissent aller, certes, comme a dit M. Serge, d'aller vers les universités, d'aller vers la société civile, mais également, je pense qu'il est très intéressant et très important, je pense, d'aller vers aussi les administrations et essayer de cibler les hauts fonctionnaires
chargés de l'exécution des programmes des politiques publiques. Voilà, c'était ça ma proposition. Merci. Merci, M. Dib. Alors là également, je pense que certainement Jamal pourrait intervenir ainsi que oui, ainsi que Jean-Serge également, parce que là, il est également interpellé, surtout au niveau de cette, disons, de ce côté pratique de l'évaluation, de ce côté concret de l'évaluation. Est-ce qu'il y a... Est-ce que je peux dire un mot? Est-ce que je peux dire un mot? Oui, 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 Yann, allez-y. D'accord. Nous avons eu une session hier ou avant-hier avec vos pays de Togo, du Brésil, du Sénégal et du Bénin autour de la question de la place des évaluations des associations dans le développement du système national d'évaluation. Et je pense que c'est ça qui a changé depuis le temps de développer cette boîte à outils, n'est-ce pas? Que depuis 2012-2013, quand même, il y a eu un certain nombre de changements un peu partout au monde, y compris en Afrique, vers des systèmes nationaux. Ça, c'est peut-être un des domaines où on devrait penser à peut-être faire une mise à jour ou un complément pour la trousse d'outils, n'est-ce pas? De vraiment, quelles sont les méthodes dans lesquelles les associations arrivent à se positionner et quelles contributions à faire dans le développement des systèmes nationaux d'évaluation, qui sont des systèmes qui sont nationaux, sociétals, pas seulement gouvernementaux. La deuxième chose qui est revenue, n'est-ce pas, c'est la question de financement. Et je pense que ça, c'est déjà dans notre outil. Mais quand même, on revient beaucoup sur cela. Et une des associations, c'était surtout le Brésil, en fait, qui était toujours en train de jouer avec un dilemme. Soit nos activités sont gratuites et ouvertes à tous, parce que l'évaluation, c'est un bien public, ou bien on garde certaines activités payantes, n'est-ce pas, ou certaines activités qui sont limitées à nos membres, n'est-ce pas, pour donner une incitation pour être membre et de payer, n'est-ce pas? Donc, il y a des dynamiques. Donc, je me suis dit, ça pourrait être la matière pour un ou deux petits webinaires de RFE ou autres autour de ces deux questions, n'est-ce pas? Tout ce qui a changé en matière de mobilisation de fonds, il y a certaines choses qui n'ont pas changé, mais quand même, il y a de nouvelles opportunités maintenant, il y a de nouvelles astuces et aussi de nouveaux défis. Donc, toutes ces questions de financement, mobilisation de ressources et d'autres, c'est la position dans les systèmes nationaux, n'est-ce pas? La question de la demande, la question de plaidoyer, quel type de plaidoyer, etc. Donc, je ne veux pas parler trop, mais ça, c'est deux thématiques qui ont pris un chemin depuis 2012-2013 et pourraient être peut-être approfondies d'une manière ou d'une autre. Donc, je lance la balle à nos experts comme suggestion pour les activités futures. Merci Yann, merci de ton intervention. Effectivement, ça peut être des centres d'intérêt. C'est des balles que le RFE pourrait effectivement saisir. Nous avons bien pris note. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Nous sommes à 12 minutes de la fin de notre webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, nous donnons la parole d'abord à Jean-Serge, n'est-ce pas? Et ensuite à Jamal Ramdan. Jean-Serge, tu as la parole pour, voilà, par rapport à l'interpellation de notre ami Cham. Jean-Serge, votre micro. Voilà, OK. Oui. Bon, merci bien. Oui, c'est bon. J'ai bien aimé le point que Ian a soulevé. Effectivement, nous sommes maintenant dans une nouvelle génération. Et pour répondre à M. Dib, je crois qu'il y a une relation qui existe normalement entre le gouvernement et l'Association nationale d'évaluation. Dans le contexte québécois, nous avons une relation étroite qui veut qu'il y ait eu une certaine forme d'institutionnalisation et de systématisation de l'utilisation d'évaluation au sein du gouvernement. Comme chaque ministère, chaque entité gouvernementale a un plan d'évaluation
il y a un réseau de fonctionnaires qui sont dans des postes d'État comme évaluateurs, de sorte que dans un contexte où il existe déjà une certaine maturité institutionnelle au sein du gouvernement pour l'utilisation de l'évaluation, c'est facile pour une association d'évaluation de pouvoir collaborer. De sorte qu'à ce moment ici, c'est pas vraiment d'essayer de vendre le bénéfice de l'évaluation, de son utilisation, mais c'est plutôt de c'est la question de la qualité des évaluations et comment on peut professionnaliser l'évaluation. Évidemment, quand on est dans des pays où cette relation n'est pas là, bien, c'est une grande priorité que celle d'établir une collaboration avec le gouvernement. Et dans ce contexte-là, il faut dire que s'il y a des évaluations qui sont surtout financées par des bailleurs de fonds, bien à ce moment-là, il faut que l'association d'évaluation ait une certaine connexion avec le groupe de coordination des bailleurs de fonds. Souvent, c'est le bureau des Nations Unies dans le pays pour justement collaborer dans le domaine de l'évaluation. Donc, dépendant du niveau d'institutionnalisation, les modalités sont différentes. Il y a aussi le phénomène qui est très important, que ce soit au niveau des écoles nationales d'administration ou qu'il y ait des offres de formation en évaluation, puisque celles-ci sont très près, normalement aussi, des gouvernements pour répondre à leurs besoins pour la formation des fonctionnaires. Voilà, je me limite à ça pour ce premier commentaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suggérerais à Alassane Thiam. Jamal, avant que je ne réagisse là. Oui, alors très rapidement, je confirme d'abord un bonjour à Jean-Serge et à Yann. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. On aurait souhaité vous voir en février dernier lors du Forum mondial. C'est dommage. D'ailleurs, Jean-Serge devait faire une intervention sur la professionnalisation. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Alors, Jean-Serge, je confirme ce que tu dis. Les votes ont un rôle extrêmement important à jouer en interface. D'ailleurs, lors du Forum mondial, nous avons profité à l'AME de cet événement pour conclure un partenariat, une convention avec le ministère chargé de l'évaluation qui investit de renforcer les capacités au sein du gouvernement. Et nous avons aussi noué des partenariats avec le gouvernement. Nous avons d'ailleurs organisé une mission pour voir l'état de l'évaluation en région, au niveau de la région catalane et au niveau de la France. Donc, ceci étant, j'aimerais dire un mot sur la professionnalisation. C'est un souci de l'AME depuis 2015. 2015, l'AME, la professionnalisation était le thème central de la semaine marocaine de l'évaluation. Mais je crois que ce chantier a été entamé sérieusement à l'occasion de l'outil diagnostic qui a été élaboré avec le réseau francophone de l'évaluation. Et nous sommes, Sénégal et le Luxembourg et l'AME, nous sommes en quelque sorte livrés à l'exercice de diagnostiquer l'évaluation au niveau de nos pays. Alors, très rapidement, comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui? Il y a l'outil de diagnostic qui est vraiment très, très sophistiqué, qui a été élaboré par un ensemble d'experts que je dois remercier. Chacun a donné a contribué quelque part au niveau de cet outil pour en fait voir l'état de formation diplômante genre master. Et au Maroc, on se rend compte que nous avons, depuis quelques 3 ou 4 ans, 6 masters en évaluation. C'est tout nouveau. L'AME est en train de travailler avec l'UNICEF, avec l'Université Mohamed VI, sur un cycle certifié de l'évaluation.
Et c'est un chantier qui est tout récent. Et nous avons aussi commencé à voir du côté de l'offre et de la demande. Donc, on a pris un échantillon de rapports d'évaluation pour examiner le niveau de professionnalisme au niveau de l'offre, en termes de méthodologie, respect de l'éthique, etc. Mais aussi, nous avons examiné un échantillon de termes de référence pour voir est-ce que du côté de la demande, est-ce qu'on a atteint un niveau de professionnalisme. Euh, et autre chose, on a essayé de voir aussi le côté accessibilité aux données. Est-ce que notre système national permet d'accéder aux données pertinentes nécessaires à l'évaluation. Et vous savez, on ne peut faire d'évaluation sans accéder à des informations pertinentes. Donc, je ne vais, peut-être qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, je vais peut-être me limiter à ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser ce diagnostic par une enquête sur les capacités nationales. Et par la même occasion, cet exercice, nous l'avons fait en 2012. Nous sommes en train de l'actualiser pour compléter tout l'outil diagnostic et j'espère qu'on aura l'occasion pour partager les résultats de ce travail. Merci. Merci, Jamal. Oui, Samuel, tu Oui, as un mot à dire sur sur ce volet professionnalisation. On aimerait bien t'entendre. oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous, Aziz. Je voudrais dire que dans le contexte, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, l'adoption, n'est-ce pas, de la loi sur les relations publiques pourra certainement apporter des changements significatifs en termes d'insinuation de l'évaluation. Puisque au niveau, n'est-ce pas, de cette loi, il est demandé à ce que désormais toutes les politiques soient évaluables. Donc cela sous-entend que, n'est-ce pas, lors de la conception, des outils d'évaluation sont vraiment élaborés pour pouvoir rendre ces politiques évaluables. Et cela également aussi lorsque, sous-entend également aussi qu'il y a des personnes assez formées pour pouvoir appuyer, n'est-ce pas, toute la processus, n'est-ce pas, de formulation des politiques. Malheureusement, pour l'heure, en Côte d'Ivoire, il n'existe pas vraiment de filière, je dirais, et diplômante en évaluation, ce qui, n'est-ce pas, crée, n'est-ce pas, une situation assez difficile en termes d'expertise en évaluation. Seules quelques formations qualifiantes, bon, c'est tout récemment, il y a une formation qualifiante en évaluation d'impact, mais qui ne suit pas vraiment l'évaluation des processus, qui est beaucoup demandée en termes d'évaluation. Et donc, c'est un peu le combat de Deuxiéval en mettant en place le prix d'excellence pour pouvoir vraiment inciter les personnes qui ont des filières dans laquelle il y a, n'est-ce pas, des modules en évaluation, à pouvoir réellement s'intéresser à l'évaluation et même en faire des mémoires et des thèses. Et par la suite, Deuxiéval a développé ce qu'il appelle évaluation lab, genre un laboratoire, n'est-ce pas, d'évaluation, des sessions, n'est-ce pas, de formation pratique, afin aussi de pouvoir permettre aux Ivoiriens, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir être formés. Il y a eu, n'est-ce pas, la formation de certains ministères, la formation du personnel d'instruction générale d'État, la formation, n'est-ce pas, de l'association, n'est-ce pas, des anciens, n'est-ce pas, de l'ENA. Donc, autant, n'est-ce pas, de projets que nous souhaitons, n'est-ce pas, développer pour pouvoir vraiment rendre encore plus concret la fondation de l'évaluation en Côte d'Ivoire. Et nous espérons, comme je l'ai dit, avec, n'est-ce pas, la prise, n'est-ce pas, de cette loi-là, que soit des masters ou des filières vraiment diplômantes seront vraiment installés, constitués, afin de pouvoir poursuivre l'évaluation de la Côte d'Ivoire. Oui, merci beaucoup, merci Samuel. Bon, vos différentes interventions à des niveaux quand même qui sont quand même assez différents selon qu'on se trouve dans le contexte nord-américain avec l'ASCEP
et dans nos pays, au Maroc ou bien en Côte d'Ivoire, vous voyez que c'est un chantier qui est ouvert, qui est immensément ouvert. L'intervention de notre ami Cham tout à l'heure, qui dit que c'est un auditeur, mais qu'il est extrêmement intéressé par les questions d'évaluation, vous voyez que ça, c'est effectivement le centre d'intérêt, parce que la frontière devient de plus en plus, disons, lâche entre les audits qui sont effectués, n'est-ce pas, et le pas à franchir pour aller vers l'évaluation. Quels sont les profils requis? Quelles sont les compétences requises? Quelle formation et quel contenu donner à ce renforcement de capacité, n'est-ce pas, pour avoir le profil requis, pour dire qu'effectivement, nous sommes en présence d'un évaluateur. Il y a un chantier qui est ouvert. Ce chantier, nous, on l'avait déjà initié, ça fait quelques années, à travers, n'est-ce pas, on a voulu quand même décrire quels sont les différents profils requis dans le cadre de la description des différents métiers de l'évaluation. Dans cette chaîne de l'évaluation, les métiers sont différents, de faire une sorte de cartographie des métiers de l'évaluation en vue d'une professionnalisation dans le secteur. Ce sont toujours des chantiers qui sont ouverts et qui pourraient faire peut-être l'objet d'un partage d'expérience. Parce que c'est en fait à cette réflexion que nous avons abouti dans le groupe de travail sur la professionnalisation, groupe de travail sur lequel nous sommes en train d'évoluer au sein du réseau francophone d'évaluation. Alors, nous sommes à, disons, il est 16h30. Alors, je voudrais, est-ce qu'il y a un dernier mot avant que l'on clôture notre intervention de la part donc, de nos différents panélistes, Jean-Serge, Jamal Ramdan, Samuel? Un dernier mot avant qu'on clôture ce webinaire dans le cadre de la semaine locale de l'évaluation. Bon, peut-être que je vais prendre la main. Oui, allez-y. Voilà, donc je voudrais en tout cas une fois encore remercier Sénéval, l'ASCEP, le réseau marocain d'évaluation pour cette belle, n'est-ce pas, rencontre d'échange sur l'évaluation. Je voudrais pour ma part dire que la boîte à outils est vraiment un important outil qui permettra à coup sûr, n'est-ce pas, aux organisations, aux réseaux, aux associations, de pouvoir mieux, n'est-ce pas, se structurer et puis surtout de pouvoir, n'est-ce pas, produire, n'est-ce pas, des données probantes qui permettront de pouvoir soutenir davantage l'installation d'évaluation et la formalisation, n'est-ce pas, des systèmes d'évaluation au niveau des différents pays. C'est vrai qu'au niveau, n'est-ce pas, de ces outils, il y a beaucoup de points qui sont assez difficiles à réaliser par certaines associations, notamment les bilans financiers, notamment les systèmes de rapportage, et puis c'est pas le suivi des membres. En tout cas, pour ceux qui sont du Sud, vu les difficultés, enfin les impacts négatifs créés par la COVID, qui ont fait que beaucoup de membres ou bien beaucoup de ressources attendues par les VOP n'ont pu, n'est-ce pas, être mobilisées, ou bien beaucoup de membres n'ont pu, n'est-ce pas, être fidélisés. Mais nous pensons que réellement, avec ces outils-là, cela nous permet de pouvoir mieux réorienter nos activités et puis surtout nous aussi évaluer nos performances afin de pouvoir Oui, allez. Oui. Oui. Samuel, on l'a perdu. Samuel, on l'a perdu. Oui, un dernier mot, Jamal, en Oui, attendant que Samuel nous rejoigne. je ne vais pas répéter ce qui a été dit par Samuel, mais ce que je souhaite repréciser, c'est que la boîte à outils, c'est une sorte d'aide-mémoire qui nous rappelle à l'autre. Vous m'entendez? Oui, pas très fort. Alors, c'est une sorte d'aide-mémoire qui nous rappelle à l'ordre
qui nous permet à chaque fois de nous assurer qu'on est sur la bonne voie. Elle est particulièrement utile puisque nous ne sommes pas éternels dans nos instances de gouvernance. Elle est très utile chaque fois qu'il y a un changement au niveau de la gouvernance, au niveau du bureau exécutif ou au niveau du CA. La nouvelle équipe a besoin de quelque chose qui est pour assurer la continuité et maintenir la cadence des VOP. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Jamal. Ah, j'aime bien cette comparaison de la boîte à outils comme un aide-mémoire. Je pense que c'est très important. Ça nous sert un peu de guide et ça nous permet effectivement de regarder dans le rétroviseur par rapport à l'évolution de nos VOP. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des choses que nos capacités nous permettent de faire aujourd'hui? Quels sont les efforts qu'il faut faire pour qu'on puisse être à niveau par rapport aux orientations données par cette boîte à outils? Je pense que c'est très important qu'on ait une image de ce qu'est une VOP qui fonctionne normalement par rapport à ce que nous sommes en train de faire et quels sont les jalons que nous devons poser, quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour qu'effectivement on aille dans ce sens-là. Je présume qu'effectivement que cette boîte à outils, elle est très importante, elle est très utile et elle nous sert d'aide mémoire. Et nous allons faire en sorte que cette boîte à outils elle soit mieux vulgarisée. C'est vraiment le message que nous voulons partager à travers ce webinaire. Et c'est le message que nous lançons, un message vraiment positif, constructif et très encourageant que nous lançons à l'OICE Val Partners pour avoir proposé cet outil qui pourrait effectivement constituer une bandoulière, n'est-ce pas, que les VOP pourraient se donner chaque fois qu'ils sont en train d'évoluer dans leur organisation et leur fonctionnement. Je voudrais remercier Jamal Ramdan, Samuel Kouakou et également notre doyen Jean-Serge Kenel qui nous a accompagnés, qui nous a rejoints. Et je voudrais vous remercier d'avoir participé à l'animation de ce webinaire. Je voudrais remercier également toutes les participantes et tous les participants qui ont bien voulu répondre à notre invitation en participant à ce webinaire. Et je voudrais faire une mention spéciale à notre doyen Yann Popout, qui vraiment est une image positive, constructive et très encourageante de l'évaluation. J'aime toujours le rappeler. Ma première participation à la conférence de AFREA pour la première fois à Yaoundé en 2014, c'est Yann Hopour qui m'a coaché dans la rédaction de mon article qui a été accepté et qui m'a permis, n'est-ce pas, de participer pour la première fois à une conférence internationale sur l'évaluation. Je ne cesserai de le répéter. Et c'est un travail qu'il est en train de faire pour les jeunes qui aujourd'hui également se sentent très fiers à travers les groupes thématiques, évaluateurs émergents, évaluateurs enfance et jeunesse. Nous lui souhaitons une santé de fer et beaucoup de santé et une très longue vie et qu'il continue encore à nous accompagner. Je vous remercie à toutes et à tous et nous aurons l'occasion de nous rencontrer pour une prochaine semaine locale en 2025. Inch'Allah, que Dieu nous prête vie jusqu'à ce moment-là. Merci beaucoup.